Je remercie bien sûr les organisateurs, Paola Tubaru en premier lieu et bien sûr Antonio Casilli. J'ai participé donc à cette étude Anamia avec beaucoup d'enthousiasme, mais également en ayant conscience qu'on avait bien sûr affaire à un sujet extrêmement sensible. Alors j'ai préparé une intervention, mais j'aimerais faire quelques renvois à ce qui a été dit depuis ce matin. Mais pour essayer de tenir le temps, donc je vais faire un mixte entre ce que j'ai préparé et quelques renvois, mais je vais quand même essayer de lire ma communication pour rester dans le temps. Donc j'ai à peu près 20-30 minutes. 25 minutes. Bien, alors ce que j'aimerais vous proposer dans cette intervention, c'est dans un premier temps de questionner les pratiques de soi qui sont à l'œuvre dans le contexte de l'étude Anamia, en mettant en évidence les questions d'éthique qui sont induites par le type très particulier de sociabilité qui se trouve être en jeu dans les pratiques étudiées. Et dans un second temps, je mentionnerai les problèmes éthiques que nous avons eu collectivement à affronter dans le cours de l'étude elle-même, ceci dans une complémentarité évidente avec le droit, mais également dans une dynamique que je nommerais une dynamique de dépassement du cadre juridique lui-même, non pas bien sûr pour transgresser ce cadre, mais pour s'articuler à lui dans un jeu de complémentarité. En tant que philosophe de formation et travaillant sur les enjeux éthiques et socio-philosophiques des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et plus largement sur les sociétés hypermodernes, ma mission dans le programme de recherche Anamia a été, dès le début, donc il y a 3 ans, d'identifier les questions sensibles relatives à l'attention particulière que nous devions porter aux subjectivités engagées dans notre étude, celles d'adolescentes et de jeunes adultes en situation de vulnérabilité. Et j'emploie ce terme à dessein en songeant en particulier à Emmanuel Lévinas, qui désignait par la vulnérabilité, celle d'autrui, ce qui doit nous engager dans une expérience de responsabilité spécifique vis-à-vis de l'autre. Et je reviendrai un peu plus tard sur le choix de ce terme de vulnérabilité. Pour le moment et pour commencer, je formulerai l'idée en faisant écho à ce qui a été déjà dit depuis ce matin, que les communautés en ligne renvoient à des jeux de résonance complexes. Alors, qu'est-ce que la résonance ? C'est, nous dit le psychanalyste Alain Didier Veil, une mise en vibration réciproque qui conduit 2 éléments hétérogènes à s'articuler, non pas successivement, mais dans une simultanéité qui coupe court à une causalité unique. Cette définition illustre, selon moi, assez bien le phénomène de la mise en réseau qui, à travers les blogs et les forums de discussion, révèle l'existence de liens hétérogènes. On pourrait dire que s'il y a des effets de résonance dans un réseau social, on pourrait dire cela résonne dans le réseau, ces effets produisent de la différence, des variations et des significations plurielles. Et cette dimension, je crois, ressort fortement des modes de sociabilité que nous avons étudiés et qui renvoient à des modes de coexistence plutôt irréductibles. Cela pour 2 raisons, me semble-t-il. Si l'on tient compte, d'une part, des aspects techniques, en songeant aux possibilités de migration des sites et des forums, et d'autre part, si l'on tient compte de la production de sens multiples qui traversent les expériences que nous nous sommes donnés pour tâche de comprendre, cela en assumant un certain niveau de complexité pour nous rendre compte qu'il y a moins, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, qu'il y a moins de communautés avouées ou instituées que plutôt des agencements collectifs. À cet égard, engager une réflexion éthique dans un contexte de recherche, dans un tel contexte de recherche, ne pouvait pas se réduire au fait, bien entendu, de moraliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication
en les stigmatisant. Mais cela nous a amené plutôt à tenter de définir, je dirais, ce que les modes d'être avec soi et avec les autres peuvent vouloir signifier, même dans des cas extrêmes, tels que les cas que nous avons étudiés. Ainsi, comme il a pu être dit notamment par Paola et Antonio, une grande partie des résultats que nous avons pu obtenir tentent à montrer que les usages d'Internet, loin de se voir ramenés au registre des causes des comportements alimentaires étudiés, sont d'une part le reflet de régimes de captation qui se répandent dans l'ensemble de la société. Donc il ne s'agit pas de voir la cause de ces comportements dans le réseau Internet. C'est bien l'ensemble de la société médiatique avec ces régimes d'attention ou de captation ou de psychopouvoir. Il y a des idéaux esthétiques qui circulent à travers eux, à travers les réseaux, qui sont le produit de contextes socioculturels et de représentations symboliques très larges, et en l'occurrence dominantes, de toute une économie des affects qui organise de façon drastique le rapport au corps, en particulier, peut-être de façon plus sensible dans notre société hypermoderne, un corps qui devient sous contrôle. D'autre part, si les réseaux sociaux peuvent bien entendu véhiculer des messages qui sont bien sûr néfastes pour la santé des personnes, si l'on pense à ces messages assez terrifiants de la meilleure amie Anna, par exemple, je vous laisse lire le type de messages qui circulent en ligne. Il y a une nocivité ici qui n'est pas à négliger et qui me semble très différente d'un poème de Baudelaire, comme pour faire référence à ce qui a été dit ce matin. On a bien là des injonctions, et par rapport à ce type d'injonction qui circule à travers les réseaux, on se rend compte que ces mêmes réseaux permettent également, et c'est là toute l'ambivalence et je dirais complexe de l'objet étudié, ces mêmes réseaux permettent de créer des lieux de dialogue que les usagers ne trouvent pas nécessairement dans la vie réelle. Assez nettement, les liens intersubjectifs qui se développent en ligne créent des modes de socialisation pour des populations qui se trouvaient le plus souvent marginalisées avant l'essor du numérique. Ces nouveaux modes d'être en réseau, où des formes donc, de résonance sont en jeu, permettent à des formes d'intersubjectivité de se constituer, renforçant ainsi une manière d'être avec soi ou de maintenir un lien avec soi comme avec les autres, même si, bien évidemment, dans le cas des troubles alimentaires observés, ces modalités renvoient à des expériences limites. À cet égard, en nous référant à Michel Foucault, on pourra énoncer une hypothèse selon laquelle ce qui stimule le plus ces pratiques, je dis bien aussi sensibles et extrêmes soient-elles, est la question du soi, je cite Foucault, de sa dépendance et de son indépendance des procédures par lesquelles il exerce son contrôle sur lui-même et de la manière dont il peut établir la pleine souveraineté sur soi. Et les réseaux ont ceci de commun avec la culture du soi, en ce qu'ils interviennent comme des modes de subjectivation où la virtualité participe d'une certaine construction, même si celle-ci s'avère, dans les cas étudiés, je le répète, extrême. Mais la radicalité, et je dirais la gravité indéniable qui caractérise certaines pratiques des communautés étudiées ne doit pas nous empêcher de discerner le fait que les médiations technologiques se définissent, en fin de compte, par leur dimension pharmacologique, si l'on prend en compte le fait que la communication en réseau, quel que soit le degré d'ambiguïté de son contenu, permet au sujet de cultiver des liens affinitaires, comme il a été dit également beaucoup aujourd'hui, et, pourrait-on dire, de garder le cap de leur propre vie. Alors cet aspect pharmacologique a été souligné dans un tout autre contexte, mais quand même il s'agissait d'une technique, celle de l'écriture,
par Jacques Derrida, d'une télécommunication, par Jacques Derrida, qui a mis en évidence le fait que toute technique est susceptible d'être comprise comme ce qu'on appelait en grec ancien un pharmakon, c'est-à-dire à la fois comme un remède et un poison. C'est pour cela qu'on parle d'une dimension pharmacologique de la technique et, on peut le dire, également des réseaux. Le propre du pharmakon, dit Derrida, consiste en une certaine inconsistance, une certaine impropriété, cette non-identité à soi lui permettant toujours d'être contre soi retourné. Donc il y a bien sûr toujours dans la mise en réseau de la place pour les usages ou plus encore pour des pratiques subjectives, pour une appropriation par les subjectivités des réseaux. Or, c'est bien cette appropriation par des subjectivités que nous avons analysée. Et ce dont nous avons pu nous rendre compte, c'est qu'avec les réseaux sociaux en ligne, nous avons bel et bien affaire à une même ambivalence, puisque entre la forme de remède et la forme de poison, puisque des formes de socialisation se constituent et atténuent la dimension désocialisante, en l'occurrence des pratiques alimentaires, qui sont normalement en jeu avec l'anorexie et la boulimie. Alors même qu'on avait affaire à des pratiques ou des pathologies qui induisaient une désocialisation par le numérique, on voit des formes de resocialisation se produire. Dans le cas des pratiques boulimiques également, par exemple, on sait en effet qu'un certain sentiment de honte qui accompagne des prises alimentaires excessives peut pousser les individus à vivre dans une certaine clandestinité, voire dans une certaine culpabilité, qui tente à provoquer une sortie progressive de la vie sociale. Quant à l'anorexie mentale, je me réfère ici au travail d'Isabelle Queval, quant à l'anorexie mentale, elle se présente comme une surveillance de soi, refusant l'animalité du corps, surveillance allant jusqu'au contrôle de son rapport aux autres par des rituels d'évitement ou de refus de communiquer. Or, dans notre étude, ce qui est bien sûr frappant, c'est l'expérience de la communication. Et par rapport à ces possibilités de perte de lien, nous pouvons nous rendre compte que les réseaux numériques constituent des lieux d'écoute pour celles et ceux qui les fréquentent, en favorisant ainsi des formes de reconnaissance mutuelle. Les blogs et les forums de discussion sont plutôt perçus comme des outils qui permettent de combler un manque ressenti par rapport peut-être à des grands systèmes de santé qui, comme l'a mentionné tout à l'heure Estelle Masson, semblent encore sans doute trop décalés vis-à-vis des pathologies complexes que ces troubles du comportement alimentaire représentent. À plus forte raison, à l'heure où l'Internet, pourrait-on dire, devient un territoire à part entière. Or, c'est la prise en compte de cette territorialité existentielle qui, semble-t-il, fait encore défaut aujourd'hui. L'Internet devient un territoire à part entière, voire un territoire existentiel, pour parler comme le psychanalyste Félix Guattari. Et je serais tenté de dire, nier ce phénomène technologique et la façon dont il engendre des processus de subjectivation serait sans doute courir le risque de ne pas comprendre la complexité du phénomène observé, les réseaux étant des lieux où les sujets peuvent s'exprimer et se sentir entendus. Par rapport à cela, on pourrait évoquer une possible inadéquation entre, à titre d'hypothèse, que je vous soumets, entre les pratiques de soi en ligne et les cultures de l'horizontalité auxquelles elles appartiennent, que l'on pourrait peut-être dissocier ou opposer à la verticalité des systèmes de santé, qui sont, si l'on en croit par exemple le travail et la réflexion du docteur Julien Duménil, soumis à des dynamiques de standardisation et de normalisation des pratiques de soins. Alors, je vais désormais aborder le second moment de mon intervention en rendant compte
là cette fois des questions d'éthique que rencontre le chercheur qui aborde ce type de réalité où la virtualité, entre guillemets, intervient dans l'évolution des comportements des adolescents qui s'adonnent donc à des conduites alimentaires aussi limites. Une question importante concerne tout d'abord le traitement de données personnelles, pour faire un peu la généalogie des questions que nous nous sommes posées au moment même de l'enquête, et en particulier à son début. Cela, bien sûr, cette question du traitement des données est bien sûr cruciale pour des populations mineures ou de jeunes adultes. Ce type de traitement, on s'en doute, et on a pu l'expérimenter, doit s'inscrire dans un cadre juridique extrêmement défini. La problématique du respect de l'anonymat et de l'exploitation des informations personnelles concernant les populations étudiées est ici centrale. Donc une exigence méthodologique importante ici est revenue à ne pas sous-estimer la complexité de la démarche qui consiste à recueillir des données sur des populations sensibles, ou pourrait-on dire des données sensibles sur des populations sensibles. Alors le droit nous offre à cet égard des repères très fiables. Et dans le cadre d'Anamia, nous avons dû faire appel aux compétences d'une juriste, Claire Strugala, qui est spécialisée dans la protection des données personnelles, qui a été pendant près de 6 mois chargée d'établir une demande d'autorisation de traitement de données sensibles. Alors, ces démarches ont été entreprises auprès donc, de la CNIL, mais également auprès du comité de veille de l'EHESS, qui est le lieu de départ de cette étude. Claude Fischler le rappelait tout à l'heure avec le centre Edgar Morin. Mais également, bien sûr, nous avons dû faire des démarches pour l'aspect Royaume-Uni auprès du comité d'éthique de l'université de Greenwich. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de ces démarches juridiques et de ces textes des lois. Je mentionnerai simplement la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux fichiers et aux libertés, stipulant que les personnes concernées par l'étude disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles les concernant. Et en outre, les personnes concernées par l'étude peuvent exercer ce droit en s'adressant à l'Agence nationale de la recherche. Voilà pour le cadre, très rapidement, pour le cadre juridique. Toutefois, ce que je voudrais vous suggérer pour le temps qui me reste, c'est que, au-delà de ces aspects juridiques, donc concernant la protection des données personnelles, des questions d'éthique continuent de se poser de manière particulièrement cruciale dans le cadre de notre recherche. Donc, je dirais dans un certain débordement du cadre juridique et dans une complémentarité, bien sûr. Mais dès le lancement du projet, il a été question de convenir de sa visée éthique, celle-ci s'illustrant principalement par l'exigence de formuler des recommandations, ce qui n'a pas été encore été dit pendant cette journée, mais des recommandations en termes de santé publique. Ceci sans nous situer pour autant dans une perspective proprement thérapeutique ou médicale, mais sociologique. L'attention à la finalité du projet censée contribuer à redéfinir à long terme certaines politiques de soins a, dès le départ, permis d'affirmer ce positionnement. Et cette orientation s'est trouvée renforcée par le souhait d'instaurer finalement un mode de compréhension. Et on a intitulé cette journée « Comprendre le phénomène Anamia ». Ce n'est sans doute pas par hasard, puisqu'il s'agit d'élaborer un mode de compréhension spécifique des effets de la virtualité sur des comportements réels, en insistant sur les problèmes susceptibles d'être engendrés par le fait même de l'enquête, c'est-à-dire sur les interviewés.
Cela donc en engageant une interrogation donc, que j'ai personnellement portée au début de nos rencontres, une interrogation de type conséquentialiste sur les incidences que pourraient avoir les entretiens sur les personnes interviewées. Cela en tenant compte du risque qu'il y a à faire parler des sujets sensibles de leur expérience. Il y a à ce niveau un risque qui m'est apparu dans la mesure où si les sujets étudiés se révèlent sur la toile, et Serge Tisseron parlait ce matin du désir d'extimité, mais si les sujets se révèlent sur la toile et se mettent, pour ainsi dire, en scène, par le biais de photos, de témoignages, etc., en ligne, ces expériences ne sont pas à mettre sur le même plan que la mise en récit de soi qui intervient toujours indirectement dans l'exercice de l'entretien pour les besoins d'une étude sociologique. Or, à ce niveau, se profile assez nettement, me semble-t-il, la complémentarité de l'éthique et du juridique si l'on tient compte de l'idée que l'éthique s'illustre non seulement dans des textes de loi relatifs au respect de la dignité et à la protection des données jugées sensibles, mais qu'elle s'affirme aussi, et peut-être essentiellement, là où s'exerce une attention spécifique au sort d'autrui dans le long terme. On peut ainsi entrevoir dans l'éthique un questionnement qui est pleinement contenu dans la dimension juridique et qui, en même temps, la déborde. La distinction proposée par Kant entre le droit et l'éthique nous paraît à cet égard très significative. Au droit correspond la justice du tribunal, à l'éthique, le tribunal intérieur de la conscience, c'est-à-dire le cas de conscience que l'on éprouve en tant que chercheur au cours de l'étude et qui nous invite, par exemple, comme cela a été le cas, à évaluer quel type de médiation serait la plus adaptée pour recueillir des données sans pour autant déclencher une impression de violation ou une impression d'intrusion. Ainsi, et dans la continuité d'une telle distinction entre le droit et l'éthique, nous avons été conduits, par exemple, à réfléchir non pas uniquement sur la conformité de notre démarche avec des textes de loi et des règles juridiques, mais en tenant compte de la particularité des cas étudiés et des malaises qu'ils révèlent. Ce qui s'est notamment illustré dans la réflexion que nous avons pu mener, essentiellement au commencement de l'étude, il y a 3 ans, concernant l'opportunité ou non d'utiliser des médiations technologiques pour recueillir des données sensibles de personnes vulnérables. Pour reprendre ce terme d'Emmanuel Levinas, pour désigner une situation où le fait de se tenir à l'écoute de l'autre constitue un effort spécifique, une tension, pourrais-je dire, autant qu'une attention. Cette référence à Levinas est ici loin d'être anodine, et sans faire l'exégèse là, de l'éthique lévinassienne, mais je dirais que cette référence est loin d'être anodine dans la mesure où pour lui, pour Levinas, précisément la technique n'est pas ce qui nous détourne d'autrui, mais ce qui nous en rapproche. Et du point de vue de la technique en tant que telle, comme nous l'avons vu lors d'interventions précédentes, une plateforme web pour la collecte des données en réseau, incluant un dispositif innovant, complexe, a été conçue et intégrée dans une structure dédiée de questionnaires en ligne. Or, par rapport à un tel souci, tout cela nous a été expliqué ce matin, la plateforme web, donc élaborée pour la collecte des données, semble avoir eu un double effet positif, à la fois sociologique, mais également éthique. Cela dans la mesure où, comme on a pu s'en rendre compte tout à l'heure, cette plateforme a constitué une méthode d'enquête novatrice dans le domaine de l'analyse empirique des réseaux sociaux en ligne. En outre, le souci principal, et c'est là où nous entrons dans la dimension éthique, le souci principal était de développer des modes adaptés au sujet traité en vue d'épouser au mieux les pratiques culturelles des interviewés, surtout sans vouloir créer des situations intrusives. Et par rapport aux entretiens classiques en face à face, nous en avons souvent discuté avec Paola Tubaru, les modes de communication dématérialisés sont apparus moins contraignants. Et très clairement, l'attention portée au fait
qu'un entretien avec un individu en souffrance peut avoir un effet non négligeable, a nettement orienté le choix des techniques elles-mêmes. Et les recommandations que j'avais pu exprimer aux membres de l'équipe, Anamia, il y a 3 ans, allaient dans ce sens. Et cette question de l'attention m'est apparue d'autant plus sensible dans le contexte de la culture numérique, cela dans la mesure où, si les échanges en ligne auxquels les subjectivités concernées par notre étude reflètent une certaine capacité à exposer des expériences subjectives, à mettre en commun ce qui est de l'ordre du corps propre, c'est essentiellement dans un entre-soi. Et c'est une dimension qui m'apparaît très sensible. Dans un entre-soi en fonction de liens affinitaires avérés. La communication réseau est, pour ces subjectivités, une intimité partagée. Cela signifie que la venue de celui ou de celle qui va mener l'enquête peut être perçue comme une rupture de lien, comme une intrusion dans la sphère de l'intime, voire comme une violation. Le phénomène étudié dans sa dimension technologique nous a donc conduit à nous tenir attentifs au fait que des personnes vulnérables, tout en créant des formes de sociabilité en réseau, ne sont pas pour autant prêtes à se dévoiler auprès de regards extérieurs. Il ne faudrait donc pas que celles et ceux qui s'expriment ou qui témoignent ressentent a posteriori le sentiment d'avoir été trompés ou instrumentalisés pour les besoins d'une enquête sociologique. Ce fut là une difficulté majeure de notre démarche. Car, et je terminerai sur ce point, si nous avons souligné le bien-fondé des finalités de notre étude, à savoir de produire des recommandations en termes de santé publique, nous y reviendrons peut-être pendant la discussion, les problèmes induits par le cours de l'enquête demeurent, selon moi, totalement ouverts, dans la mesure où les modes de communication qui se développent en réseau traduisent le plus souvent un rapport au langage qui se révèle au fond très contradictoire. Cela essentiellement dans la mesure où les multiples effets de mise en scène de soi qui sont produits en ligne, les parts de soi, souvent très fragmentaires, que l'on peut laisser sur la toile, prouvent que les modes d'interlocution demeurent le plus souvent voilés. Or, ceci doit nous inciter, d'un point de vue éthique, au-delà des aspects purement juridiques que nous avons été conduits à aborder au cours de notre étude, à faire preuve d'une grande vigilance vis-à-vis des aspects télécommunicationnels ou communicationnels des enquêtes menées. Car vouloir entrer en relation avec des adolescents ou des jeunes adultes qui sont amenés à s'exprimer sur leurs pratiques alimentaires extrêmes doit nous inciter à prendre autant que possible la mesure des écarts qui subsistent toujours entre des phénomènes étudiés complexes et leur mise en récit. N'est-ce pas les conditions de cette mise en récit qui restent encore aujourd'hui à penser, afin que celle-ci puisse se produire dans le respect de la dignité des personnes et dans une écoute appropriée. Pour cela, une prise en compte plus compréhensive, au sens sociologique du terme, par les services de santé, des processus de subjectivation et des pratiques de soi qui sont à l'œuvre par les réseaux, pourra sans doute créer les conditions d'une reconnaissance, d'une meilleure écoute, d'un dialogue, permettant ainsi une prise en charge thérapeutique peut-être plus efficace. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.